Vous êtes sur ce plateau de votre émission Sur le vif, une exclusivité, vous allez le comprendre. Nous recevons aujourd'hui et dans ce numéro le député sortant de Mimboul qui a évidemment posé un acte spectaculaire qui fait parler de lui à travers le monde puisque les informations ont filtré sur la toile. Bertrand Zibi Abégué, c'est de lui dont il est question. Il est avec nous sur ce plateau et il nous a, évidemment, c'est un honneur pour la télévision du futur, accordé en exclusivité sa première sortie évidemment après le passage du chef de l'exécutif dans le haut thème, c'est à Mimboul. Bertrand Zibi Abégué, c'était lui, justement, ce député qui a tenu un discours plutôt franc, considéré par certains comme un discours qui visait à faire un affront au chef de l'exécutif. Nous allons tenter de comprendre tout cela dans cette émission sur le vif. Merci de nous suivre. Monsieur Bertrand Zibi Abégué, merci de faire à TV+, cet honneur. Nous n'avions pas, évidemment, pris beaucoup de temps pour que vous nous accordiez ce temps, votre temps si précieux. Vous êtes à Libreville et sur le plateau de TV+. Comment vous sentez-vous? Merci, Monsieur Patrick Serrano, de l'occasion que vous me donnez de m'adresser à mes compatriotes. Je me sens libéré. Libéré d'un lourd fardeau. Un lourd fardeau, celui de voir le peuple gabonais croupir dans la misère la plus absolue. Et je vous assure que lorsque vous êtes élu, surtout élu d'une circonscription politique comme celle du Haut-Thème dont j'étais l'élu du second siège, vous n'avez que de la douleur permanente. Parce que ce siège a la particularité, ça nous le savions déjà depuis, mais les chiffres sont venus nous le confirmer par le rapport McKinsey, commandité par Madame Sylvia Bongo Ndimba, l'épouse du chef de l'État Ali Bongo Ndimba. Et dans ce rapport McKinsey, il est clairement dit que le Haut-Thème par Mimboul, surtout le deuxième siège district de Bolosoville, est l'endroit le plus pauvre du Gabon. Donc une misère, mais alors là indescriptible. Et chaque fois que je vois mes populations qui se meurent, ben, c'est une partie de moi qui s'en allait. Et là, je suis complètement libéré de ce lourd fardeau qu'est le PDG. Très bien. Lourd fardeau qu'est le PDG. Cependant, c'est dans le PDG, c'est au sein du Parti démocratique gabonais que vous avez fait votre carrière politique. Nous allons écouter un extrait où vous dites effectivement avoir été un des fidèles et des plus fidèles pendant près de 26 ans. J'ai été votre fidèle des plus fidèles depuis 26 ans. Aujourd'hui, compte tenu du climat délétère, morose, où on ne parle plus que de mort d'hommes dans notre pays, j'ai décidé aujourd'hui, 23 juillet 2016, en toute âme et conscience, devant Dieu et les hommes, de démissionner du Parti démocratique gabonais. Par la même occasion, je perds mon mandat de député à l'Assemblée nationale. Voilà, nous l'avons entendu, fidèle des fidèles, 26 ans de carrière au sein du Parti démocratique gabonais. Vous évoquez un terme, le fardeau. Le fardeau, pourquoi? Je crois que les choses, vous me donnez là l'occasion de clarifier les choses et de regarder le peuple gabonais dans les yeux pour qu'une fois pour toutes la vérité soit dite. Le contexte dans lequel j'ai adhéré au PDG dans les années 90 était un contexte où le vent de l'Est soufflait, mais là il soufflait avec une virulence telle que le continent africain avait vu là sa libération. Vous aviez quel âge?
À cette époque, j'ai 21 ans. Et paix à son âme, André Mbaobam, qui était un avant-gardiste, qui était un brillant homme, un brillant esprit, a vu les choses venir. Il l'a créé parce que c'est lui le créateur, avec un certain nombre d'amis, dont Ali Bongo Ondimba, Nguon Wono, Geno Isidore, les Michael Moussa à une moindre mesure, le mouvement que l'on a appelé les rénovateurs. Alors, quand ils créent les rénovateurs, ils savent que le pays va basculer. Donc, ils rentrent très tôt en négociation avec le père Paul Mbabesol et les leaders de l'opposition. Et Mbaobam, qui était un stratège, quelqu'un doté d'une intelligence, je dirais, machiavélique, a compris que les rénovateurs seuls ne pouvaient rien faire. C'est comme ça qu'ils ont décidé de créer les comités d'action politique, les CAP, que l'on a appelés capistes. Et je n'étais concerné en rien. Et la réunion constitutive de ces CAP a lieu à la mairie du 1er arrondissement. Et nous y sommes allés, des jeunes du quartier à l'époque, Gervais Amogo, Pascal Nkoulou, Jacques Meunier et Bertrand Zibi. Et en arrivant au charbonnage, nous avons trouvé que les dés étaient pipés. En réalité, les rénovateurs nous ramenaient la nomenclature, donc les enfants du pouvoir qui devaient également nous gérer dans nos mapan, dans nos bouenzés, dans nos pivots. Et c'est la première fois que je voyais Ali et les sommités du pouvoir à cette époque, parce qu'il venait fraîchement d'être débarqué du gouvernement pour faute de l'âge, 33 ans. Donc j'ai pris la parole, j'ai pris mon courage, j'ai levé le doigt, j'ai dit, bon mais enfin, vous vous moquez du peuple gabonais. Comment voulez-vous que vos pères nous ont gérés pendant plus de 20 ans? Vous créez un mouvement, vous reprenez encore vos gars de la Sablière, etc., vos enfants, puisque les noms qu'on a entendus là, il n'y a aucun nom du maquis, du mapan. Donc nous ne sommes pas d'accord. Mais je vous dis que c'était un sacré courage. Et Ali Bongo qui regarde Mbaobam, Mbaobam qui regarde Eboué, ils se regardent, ils disent, ah, il y a un couac, c'est qui cet enfant? Vous avez dit que vous vous appelez comment? Je dis Bertrand Zibi Abégué. Comme une révélation, peut-être? Non, je ne parlerai pas de révélation, vous comprendrez la suite pourquoi. Et je dis, je n'accepte pas et nous ne vous accepterons jamais dans nos mapan. Mbaobam, il y a eu séance tenante quelques échanges de mots durs, parce qu'ils avaient déjà leur protégé. Et Mbaobam, en stratège, a compris qu'il ne fallait pas affronter le peuple tout de suite. Mbaobam a demandé une suspension de séance, de réunion. Il a dit, jeune homme, revenez samedi prochain, je prends sur moi de suspendre cette réunion, et puis vous reviendrez avec des noms, des propositions, des gens dans les quartiers, et on verra ce qui doit être fait. Sur ce, la séance avait été levée. Naturellement, une semaine après, nous sommes repartis au même endroit, au même lieu, la mairie du 1er arrondissement au bas des Guégués, et ils sont arrivés, Ali Bongo, Geno Isidore, Adrien Koresingone, tout le monde était là, Pendi Bouiki, c'était vraiment les grands rénovateurs à l'époque, Angèle Ondo, et séance tenante, Mbaobam a pris la parole, il a dit, jeune homme, je ne vous connais pas, vous êtes courageux, vous avez parlé avec le cœur. Alors là, est-ce que vous acceptez de prendre sur vous d'être le dirigeant des CAP? Notre philosophie est de sauver le pays. Je reprends mot pour mot les termes de Mbaobam. Et de sauver le pays. Sauver le pays, pourquoi? Parce que Omar Bongo Ondimba est en prison, embrigadé par les caciques qui ne veulent pas lâcher du lest. Or, le vent de l'est est en train d'arriver, il faut libérer le pays. Nous, il n'y a pas plus opposants que nous en réalité. D'ailleurs, le fils du président assis ici, Ali Bongo, est combattu dans sa famille par tout le monde parce qu'on dit qu'il est le premier opposant. Oui, il est opposant parce qu'il veut libérer son père. Est-ce que tu acceptes de prendre le commandement? Je lui ai dit, oui, j'accepte de prendre le commandement
de la jeunesse gabonaise. Mais lorsque nous sommes allés en réflexion une semaine avant au quartier, parce que nous sommes des gars du quartier, sans ressources, sans rien du tout, nous avons cogité. Et avec mes amis, nous avons trouvé que ça, c'était une opportunité pour nous, non seulement de nous faire entendre, mais surtout de donner à nos frères qui précocement avaient abandonné les études et autres, la possibilité de regagner et d'avoir des petits boulots. Donc nous sommes allés et c'est comme ça que Bertrand Zibi a 21 ans, je deviens le leader des comités d'action politique, les CAP. Et mes lieutenants, c'était des gens bien plus âgés que moi de très loin. À l'exemple du député de la commune de Minvoul, premier siège Angon Toutoum François, c'était un de mes soldats. À l'exemple de Biquet Camille, qui a été sénateur de Minvoul, ils étaient bien plus âgés que moi, parfois de 10 ans, parfois de 15 ans, mais le commandement, c'est moi qui le tenais. Voilà, et il ne tarde pas lorsqu'il est destiné. Et nous avons donc très vite commencé, et nous avons mis une plateforme. Après que je sois désigné leader des comités d'action politique, les CAP, j'ai immédiatement eu accès aux rénovateurs et à toutes leurs réunions. Et à ce fait, mission m'a été confiée de faire connaître le mouvement des rénovateurs dans les quartiers. Donc, c'est moi qui emmène Ali Bongo Ondimba la première fois à Rio, à Kinguele, à Veya, Cosmopark, etc. C'est moi qui les y emmène, avec mes amis. Et à cette époque, je tiens à vous souligner un fait. Le président Bongo gérait sa famille et le pays comme des notes de piano. Lorsque les rénovateurs sont constitués, Ali Bongo Ondimba n'est pas dans les bonnes grâces d'Omar Bongo Ondimba. Parce qu'à cette époque, Omar Bongo Ondimba fait monter un de ses fils qu'il venait de reconnaître, Landry Bongo. Donc au palais, tout le monde ne jurait que par Landry Bongo. C'est Landry Bongo qui avait la manne, c'est Landry Bongo qui avait tous les honneurs, et Ali Bongo, parce qu'au palais, on parlait de l'aile gauche, l'aile droite. Ali Bongo était à l'aile droite, il n'avait aucun visiteur. Les seules personnes que j'ai connues autour d'Ali Bongo, c'était Park, qui était son aide-de-camp, et Onganga Rock. Voilà les deux. L'ancien chef d'état-major. L'ancien chef d'état-major, Park et Onganga Rock. Et tous les soirs, c'est Ali qui venait nous retrouver chez Ngongo Wono. Parce que la plupart des réunions se tenaient chez Eboué au charbonnage. Donc il venait, nous discutions, nous mettions des stratégies en place. Et ce sont ces rénovateurs qui, lorsque le vent de l'Est a vraiment soufflé au Gabon, qui ont sauvé la mise. Et les rénovateurs s'appuyant que sur les comités d'action politique, les CAP. Et c'est comme ça, vous me permettez, lors d'une des réunions avec le comité stratégique Mbaobam Ngonga Ali Bongo, 3 mois après que j'ai pris le pouvoir, je leur ai dit, vous savez, vous avez tout eu dans la vie. Je ne sais pas si vous connaissez même les conditions dans lesquelles nous vivons. Maintenant, moi, je vous dis ce que le MAPAN me dit de vous dire. Nous voulons des briqueteries, nous voulons des stations de lavage, nous voulons nous occuper et non nous contenter des petites miettes que vous venez nous donner comme à des chiens. Ali Bongo a baissé la tête, il a dit « Ah, là, c'est un problème parce qu'en réalité, il ne disposait pas de la manne. » Et là, je lui posais une colle. Mais il a dit « Je veux me battre, je veux m'appuyer sur la hiérarchie du parti pour qu'eux aussi, ils nous aident. » Donc, Ali Bongo Ondimba a pris attache avec M. Jacques Adiaeno, à l'époque secrétaire général du PDG. Encore vivant aujourd'hui. Encore vivant, parce que vous me permettrez de citer et de donner des noms. Parce que nous ne pouvons plus continuer à penser que les choses... non, les noms vont être donnés. Donc, Ali Bongo Ondimba a pris attache avec le secrétaire général du PDG, Jacques Adiaeno. Je suis sûr qu'ils sont allés voir le président, Omar Bongo Ondimba. Et un soir, 3 jours après ma menace, c'était presque une menace, vis-à-vis de nos grands frères, le président Ali
a appelé M. Adiaeno, qui m'a appelé à mon domicile. Les téléphones étaient encore fixes, qu'il fallait que nous nous retrouvions immédiatement chez le secrétaire général, à l'époque Jacques Adiaeno, qui habitait à Québéville. C'est comme pas ça, loin du costaud. Pas loin du costaud. C'est comme ça que Ali Bongo est arrivé avec son chauffeur. Moi, je suis également arrivé, et nous nous sommes assis au salon de M. Jacques Adiaeno. Ali Bongo m'a dit, ça a été une bataille, Bertrand, comme tu ne peux pas t'imaginer. Mais nous nous sommes battus. Nous avons pu avoir du chef de l'État, il dit, il va te tester 25 millions de francs. Ali Bongo a pris 25 millions de francs qu'il m'a remis en présence de Jacques Adiaeno. Je lui ai dit, ces 25 millions ne m'appartiennent pas. Je viens d'obtenir pour la première fois quelque chose pour nos jeunes désœuvrés. J'ai contacté le lendemain une petite entreprise gabonaise, des petits Gabonais, un frère Batéké fidèle, qui faisait dans la construction en planche, et nous avons construit 26 briqueteries, 15 stations de lavage de voitures, avec achat du matériel et autres. Vous voyez, et à cette époque, il y a eu les grèves, les écoles Ngwangu. Absolument. Donc, l'école Martine Oulabou a été construite par des briques tapées par les gars de la rue. L'école de la Pairie a été tapée par des briques des gars de la rue. Vous voyez où on boit le vin de palme au PK5, avant l'immeuble Beyrouth. Cet endroit avait été aménagé par moi. Il y avait une briqueterie là. Il y avait une briqueterie là. Avant l'immeuble Beyrouth, quand vous allez du côté de Ntoum. Sur la nationale. Oui. Et c'est cette briqueterie qui a permis de construire l'école de Siban tout en haut. Donc ce que nous avions également négocié à l'époque, ça j'ai oublié de vous le dire, c'était de voir justement ces entreprises, par le truchement naturellement du président Ali Mbabam, ils ont vu ces entreprises pour que les briques leur soient livrées par les jeunes de la rue. Très bien. Les stations de lavage fonctionnaient, et c'est comme ça que j'ai eu la confiance de mes petits frères et grands frères, bien sûr. Donc, du coup, j'ai été coopté par Omar Bongo, qui était extrêmement jaloux de son pouvoir. Et qui vous testait et qui a vu que le test était concluant. Exactement. Le président Bongo me retire des rénovateurs. Donc, je collabore directement avec lui maintenant. Et la première réunion a lieu avec Charles Bipeka, Jacques Adiaeno, René Ndemezo et Madame Pascaline Bongo, qui étaient là. Il y avait qui d'autre? Oui, je crois. Donc, à cette grande audience, le président Bongo me dit, aujourd'hui, la seule chose que je ne veux pas qu'il se fasse est qu'il y ait bain de sang. Nous sommes donc 93 en train de préparer l'élection. Tu vas avoir la lourde mission de me gérer la jeunesse. Et partout où il y a eu ce vent de l'Est, ce sont les jeunes ou qui sont morts par milliers ou qui ont vraiment brûlé le pays. Mais tu vas dorénavant travailler sous mes ordres directs. Donc, quand je vous parle des 26 ans, vous voyez comment les années s'accumulent. Donc, mes ordres, je les prenais dorénavant directement d'Omar Bongo. Alors, des ordres qui venaient, on note là que c'est une expérience que vous avez acquise assez jeune et vous évoluez dans ce milieu justement jusqu'à en être un élu finalement du peuple dans votre province. D'accord. Avant d'en arriver là, en 93, je fais le tour du Gabon avec le président. Parce que finalement, les rénovateurs qui avaient été décriés deviennent en réalité les deux pieds d'Omar Bongo. Et les rénovateurs, eux, n'existent que parce qu'ils ont les comités d'action politique. À ce titre, je fais la tournée provinciale avec le président Omar Bongo. C'est moi qui sensibilise les jeunes y chantent, la manne c'est moi qui l'ai. Donc à chacune des étapes, si le président laisse 10 millions à la jeunesse ou 20 millions, c'est moi qui remets les 20 millions à Patrick Serrano. C'est un exemple pour rigoler. Vous n'étiez pas là. Vous n'en avez pas, vous n'en avez. Voilà. Donc j'ai géré ces jeunes
nous avons géré, toujours en faisant en sorte que le sang ne coule pas. Et chaque fois que le PDG organisait une marche, avait besoin de ces milliers de jeunes, naturellement, le vivrier était là. Sans oublier que Mbabesol avait également de l'autre côté des hommes déterminés, mais vraiment farouchement déterminés, qui voulaient en découdre avec le système. Mais nous nous rencontrions dans les quartiers, il y avait des passerelles, nous discutions pour que le pays ne brûle pas. Donc, de 93 à 96, en 1996, compte tenu de la notoriété que j'avais, je me positionne, je crois, j'ai 25 ou 26 ans à la députation, en 1996. Nous sommes à 15 candidats au deuxième siège du Haut-Thème. Mbabesol a le vent en poupe. C'est vraiment, tout le monde ne jure que par le bûcheron. Donc, c'est le candidat bûcheron Ndongema qui est élu. Le candidat du PDG investi, Mekomi Mwani, arrive en deuxième position. Et Bertrand Zibi, j'arrive en troisième position. Et je perds l'élection, mais les populations me disent, Ongonomon, tu es jeune, il faut revenir. Donc, c'est ce que je fais. Je reviens 5 ans après, en 2001. Je suis encore candidat. Cette fois-ci, en 2001, c'est l'honorable Ilébia Loro-Joachim. La particularité de l'honorable Ilébia Loro-Joachim est qu'il était aux eaux et forêts et il avait aidé énormément de jeunes. C'est vraiment mon Yadze. Cette fois-ci, un gars du village. Cette fois-ci, nous sommes à 14 candidats et j'arrive en deuxième position. J'arrive deuxième. Donc, je pars de troisième, deuxième. Et arrive 2006. Donc, entre-temps, j'ai ma traversée du désert. Parce que je commence à emmerder certaines personnes qui me voient arriver. Vous étiez gênant. Je deviens gênant. Je passe des moments extrêmement difficiles. Je n'ai plus accès au président. Je n'ai plus accès à personne. Et mes adversaires en profitent. Mais alors là, véritablement, pour me broyer. Et j'ai une chance. Vous savez, ceux qui négligent Dieu ou la relation se méprennent. Et voilà une dame. Dans ma vie antérieure, quand j'étais jeune, j'étais mannequin. J'ai défilé avec cette dame. Nous avons été à des défilés de mode. Et Madame Chantal Miboto, puisqu'il s'agit d'elle, Madame Chantal Miboto était mannequin avec moi, avec d'autres femmes, Luce Malekou, Rachel Ebanet, etc. J'en passe. Nous étions des mannequins. Et un jour, elle me croise. Elle me dit, ah Bertrand, qu'est-ce que tu es devenu? Je lui dis, ah, grande sœur, je vis, le système m'a broyé. Elle me dit, ce n'est pas possible, pas toi. Je sais ce que tu as fait. Demain matin, dont nous sommes un week-end, samedi, je la croise en Bolo. Elle me dit, lundi matin, Bertrand, tu passes au bureau au palais. Tu passes me voir. Mais je vous dis que c'est une dame qui a un grand cœur. Je n'ai jamais vu ça. Lundi matin, effectivement, je suis arrivé à son bureau. J'ai été reçu par sa secrétaire Jeanne-Marie. Et puis Chantal. Ah Bertrand, tu es arrivé. Ok, attends-moi là, reste là assis. C'est pas normal. Et je vous assure, Madame Miboto s'est levée de son bureau. Elle est allée directement voir le président de la République. Ils sont restés un temps. Elle est revenue. Elle me dit, allez, on va voir le président. Je me suis levé. Et le président, le pauvre, n'était pas au courant de mes malheurs. Très bien. Et c'est comme ça que le président me demande, jeune homme, tu as tout donné pour moi. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu es encore jeune. Je lui ai dit, monsieur le président, compte tenu du climat morose et de toutes les difficultés que j'ai, moi je veux aller me chercher aux États-Unis. C'est comme ça que le président Bongo dit, ok, Chantal, là, je n'ai pas de dollars. Dis à Bertrand de repasser demain. Reviens voir ta soeur demain parce que vraiment, la manière que ta soeur m'a agressé ici, je n'en reviens pas. Je suis revenu voir Chantal Miboto le lendemain. Et c'est Chantal Miboto, grâce à elle, que moi, Bertrand Zibi Abégué, je suis allé aux États-Unis. Elle m'a remis 10 000 dollars remis par le président. Vous êtes reconnaissant? Pour la vie. Donc, je suis allé aux États-Unis. Je me suis cherché. J'ai commencé par des cours d'anglais. J'ai lavé les WC. J'ai balayé les rues.
pour payer ma chambre à New York, après un appartement, mais j'ai réussi à avoir le rêve américain. Parce que la particularité de ce pays est que depuis 400 ans, ils sont numéro 1 mondial. Parce que c'est un état d'esprit. Tous les matins, je me levais, aller dans la décharge, laver les poubelles, mais je savais que je devais y arriver. Je me suis battu, et j'ai vendu des sacs dans la rue, j'ai tout fait. Vendu des journaux à New York, vendu des journaux à Washington, j'ai économisé, j'ai épargné. Et j'ai payé un premier véhicule, je l'ai vendu et j'ai monté ma société. Aujourd'hui, je suis numéro 1 de vente de voitures en Guinée équatoriale. Je paye mes impôts aux États-Unis d'Amérique depuis 2005, vérifiable sur Internet partout. Et je me suis fait, et je reste reconnaissant à Chantal Miboto. Très bien. Dans la vie de tout un chacun, il y a forcément des acteurs qui interviennent. On a vu là le parcours politique de Bertrand Zibi Abégué. Sans vous interrompre, je reviens en 2006, plébiscité par mes populations. J'arrive en 2006, nous sommes 18 candidats et je remporte le scrutin en 2006. Je suis élu avec 58,62%. Vous comprendrez pourquoi la suite, parce que nous allons y arriver. Et je suis élu, mais la machine du PDG, parce que je suis élu en tant qu'indépendant. Je n'entre pas dans la machine, le moule du PDG. Et j'ai donc en face de moi mon aîné Mbaobam et Demezo René, qui ont déjà leur schéma. Donc, ils font passer Ntemlevi, qui est un de mes parents. Mais sauf que, je bats Ntemlevi à plate couture dans tous les bureaux de vote de Mimvoul. Mais sauf à Moumou, son bureau de vote, où il est originaire. Mais par extraordinaire, ma mère est de Moumou. Donc, Ntemlevi fait voter tous les morts. Donc, j'ai pris Maître 8 Gisèle et une commission rogatoire de 5 huissiers de justice. Nous sommes allés à Mimvoul, nous avons exhumé les morts. Voilà, Obianzon, il a voté, mais ça tombait là. Voilà, Akourou, il a voté, ça tombait là. Adaminko a voté, ça tombait là. Donc le dossier était en béton. Nous sommes arrivés à la Cour constitutionnelle. Madame Marie-Madeleine Boranso a dit, là, il n'y a rien à faire. Avec preuve à l'appui. Avec preuve à l'appui. Mais toujours est-il, le PDG étant une machine, ils ont payé plusieurs de mes adversaires qui ont écrit contre moi pour dire que j'avais incité le peuple à la haine pour que Mimvoul soit brûlé, ce qui fait de moi, Bertrand Zibi Abégué, le premier Gabonais qui a pris l'inéligibilité, 5 ans déchu de mes droits civiques par la Cour constitutionnelle. C'était la seule manière de m'écarter de ce scrutin, et c'est comme ça que Ntemlevi a siégé. Je suis reparti aux États-Unis où je faisais mes affaires New York. Vous avez fait le mort dans le paysage politique. Et je suis revenu, le PDG, nous avons discuté, j'ai été investi et j'ai fait le meilleur score du Wellington. Très bien. Lors de la dernière élection. Voilà, meilleur score. On note effectivement pas mal de succès, mais des déboires aussi dans votre parcours. Revenons évidemment à la situation du 23 juillet dernier, puisque c'est cette situation qui aujourd'hui fait que vous nous ayez donné la possibilité de pouvoir en parler avec vous, le monde entier, puisque, nous le disions à l'entame de cette émission, l'information a filtré sur la toile et elle fait parler d'elle, cette information. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que vous en arriviez à cette situation du 23 juillet, M. Bertrand Zibi Abégué? Pour en arriver au 23 juillet, je vais vous ramener encore un peu en arrière, vraiment pour vous édifier. En 2009. En 2009, les deux grands frères que nous avions s'affrontent, André Mbaobam et Ali Bongo Ondimba. Je suis plus proche d'Ali Bongo que Mbaobam par rapport à 2006. Où l'élection m'avait été volée. Donc, nous travaillons, mais sans grande conviction. Bien. Je discute avec Ali Bongo Ondimba en présence de sa sœur Pascaline Bongo Ondimba et Léon-Paul Ngolakia. Une réunion de plus de 4 heures. Je lui dis, il y a Ali, comme on t'appelle, je ne suis véritablement pas chaud à te soutenir. Ton père, par reconnaissance ou pour la stabilité, comme le disent ses deux frères, tu nous dis, parce que ce qu'il m'a dit à moi est que
je viens pour corriger toutes les erreurs de mon père. Bertrand, tu m'as connu depuis les années 90, je ne peux pas venir m'amuser. Mais je vous assure, un discours cohérent. Cohérent et rêveur. Et rêveur. J'ai dit, grand, s'il n'y a que ça, nous allons nous battre parce qu'il y a trop de manquements dans ce pays. Il n'avait pas tort. Nous allons en campagne. Les choses se font comme elles se font. Mba Obam prend une ampleur, mais alors là, magistrale, inespérée. Et Mba Obam commet une petite erreur, c'est de se laisser emporter par cette vague populaire sans assurer ses arrières. Or, tous les cours politiques que moi j'avais, je les tenais de Mba Obam. Mba Obam m'a toujours dit, c'est celui qui tient la rue, qui tient le pouvoir. Or, c'est peut-être, paix à son âme, il n'a pas eu le temps de se préparer parce que il y a eu la mort subite d'Omar Bongo, il fallait anticiper une élection et aller vite. Mais toujours est-il que Mba Obam a pris une telle ampleur qu'il a fini par gagner cette élection. Mba Obam André a remporté largement le scrutin. Alors, il s'est posé, parce que vous savez, M. Serrano, c'est des affaires qui se gèrent en 1 minute, c'est en 3, 4, 5 minutes, le destin d'un pays peut basculer. Ils vont proclamer l'élection, le jour de la proclamation de l'élection, le 3 septembre 2009. La GR ou l'armée, je ne sais plus qui, a chargé sur les opposants. Mba Obam s'est réfugié à un endroit tenu secret parce que dans la panique, Mba Obam a réussi à être exfiltré. Il s'est caché quelque part. À 2 heures du matin, André m'appelle. Avec insistance, un numéro inconnu m'appelle, je ne décroche pas. Mais je finis par décrocher. Allô, c'est André. Oui, quel André? C'est Mba Obam. Ah, Anyamoro, grand. C'est Mba Obam. Bertrand, tu es où? Vous vous imaginez à 2 heures du matin? Ce jour-là. Ce jour-là, l'armée a envahi la ville, la tension est telle, tout le monde dit Mba Obam est mort. Et Mamboundou avec. Tu es où? Je dis, je suis... Pourquoi? Parce que j'ai peur, naturellement. Je n'ai pas été dans son équipe de campagne, nous ne nous sommes pas vus, et il m'appelle à 2 heures du matin, me demander où je suis. J'ai pris mon courage. Je dis à Agnamour, c'est quoi? Il dit, il faut que je te voie impérativement maintenant. Je vous assure, j'ai failli faire tomber le téléphone tellement mes pieds tremblaient. Tu veux me voir pourquoi? Il dit, je dois impérativement te voir. Il a raccroché. J'ai tourné dans ma chambre pendant 15-20 minutes. Il a rappelé. Bertrand, tu es à quel niveau? Maintenant, d'un ton impératif. Un ton de grand frère. De grand frère. J'ai dit, grand, c'est quoi? Tu as décidé, finalement, moi, cette fois-ci, de me tuer? Il dit, non, il faut que je te voie, tout de suite. Tu arrives à Nzangayon, vers le fin goudron, tu vas éteindre les phares, tu les allumes 2 fois. Tu éteins, tu allumes 2 fois. Il y a une pancarte, tu te gares là. Je t'attends là. Ça y va de la paix civile dans ce pays. Et naturellement, j'ai pris mon courage. J'ai réveillé un cousin. Et je lui dis, non, laisse, parce qu'André, entre-temps, m'a dit, tu viens seul. Donc j'ai pris ma voiture, je suis allé à Nzangayon. Je suis le premier qui a vu André où il se cachait à Nzangayon. André m'a dit, Bertrand, je t'ai formé. Je connais de quoi tu es capable. J'ai largement remporté le scrutin, mais je ne veux pas, au grand jamais, je te le dis, qu'une seule goutte de sang d'un Gabonais coule. Tu vas faire ce que je vais te demander de faire. Tu vas appeler ce numéro, ils ne te connaissent pas, tu appelleras également cet autre numéro. Tu vas les rencontrer. Vous allez faire en sorte que vous désarmiez mes gars, les cœurs, ils n'avaient pas d'armes. Vous allez désarmer les cœurs de mes partisans. Tu parleras en mon nom et en mon seul nom. La consigne de Mba Obam. Il dit, moi, cette opération va coûter plusieurs centaines de millions de francs, voire milliards. Je n'ai pas cet argent. Débrouille-toi avec ton grand frère Ali. Mais il va falloir que tu m'évacues Libreville de tout ce qu'il y a comme jeunes de moins de 30 ans susceptibles à aller dans la rue parce qu'ils vont se faire massacrer comme du bétail. Voici les propos
texto d'André Mbaobam. Donc il y avait un plan ourdi? Ourdi, non, je ne crois pas, mais la foule spontanément devait réclamer sa victoire. D'accord. Et lui, ne voulant pas que le peuple aille à la boucherie par rapport à ce qu'il avait vu, parce que si eux, les candidats, avaient été chargés à la démocratie, qu'est-ce que ce serait une population dans les rues? Donc ma mission a été celle-là. À 5 heures du matin, j'ai appelé Léon-Paul Ngoulakia. À 5 heures du matin, également, j'ai appelé Ernest Mpoué-Piga. Nous nous sommes retrouvés. 8 heures, Mpoué-Piga et moi, nous sommes allés voir Ali Bongo Ondimba à son domicile à la Sablière, dans la pièce qu'il dit ma pièce sacrée, où il a son piano blanc. Et pendant 5 heures, nous avons parlé. Mais j'ai oublié un détail. Donc, quand Mbaobam finit de me donner cette mission, j'ai dit André, mais à une seule condition. Et là, je suis intransigeant là-dessus. Je vais voir le pouvoir comme tu me désignes d'être la courroie de transmission. Mais si on touche à un cheveu de toi, André Mbaobam, je n'aurai pas d'ordre à donner. Je vais mettre le feu aux poudres. Ce qui va arriver, va arriver. Et il y a eu une scène surréaliste. André a baissé la tête. Quand il a levé les yeux, il larmoyait, il m'a enlacé. Je lui ai dit, c'est non négociable. Tu es un Polanemelan, je suis un Polanemelan. S'il touche, tu es initié, je suis initié. S'il touche à un de tes cheveux, eh bien, ce qui est arrivé dans les autres pays va arriver. C'est la seule condition que moi je pose. Et lorsque nous sommes allés discuter avec Léon-Paul Ngoulakia et les vivants, Ernest Mpoué-Piga, c'est la première conditionnalité que j'ai posée sur la table, non négociable. Ali n'avait pas ou ne gérait pas la manne. C'est comme ça que nous appelons Paul Biyogemba, Premier ministre de l'époque. Nous allons à son bureau. Avant 2-3 heures, il a appelé je ne sais pas qui, le trésor partout. La première tranche était versée, plusieurs centaines de millions. L'opération a commencé. Nous avons évacué toute la substance des jeunes Gabonais. Ouais. Donc, les bus ont été loués, les avions, les trains, tout était managé par Bertrand Zibi Abégué. Ça, c'est 2009. Très bien. D'où vient le problème? 2009, la chose se passe correctement. 2 jours après, quelques 3-4 jours après, l'opération d'évacuation, Mbaobam me rappelle. Mbaobam me dit, Bertrand, il y a 2 Français qui vont arriver. Nicolas Sarkozy envoie 2 Français. Tu vas les prendre à l'aéroport. Tu viendras et seulement seul avec eux. Je suis allé à l'aéroport. J'ai pris les 2 Français. Nous sommes allés discuter avec André Mbaobam, Anzan dans ma voiture. Moi assis au volant, André s'est assis côté passager, les 2 Français étaient derrière. Le message était lequel? En gros, les grandes sociétés installées ici ne doutent pas de toi, mais ont choisi un camp pour leurs intérêts. Tu as de l'avenir. Demain, les choses peuvent aller. De toute façon, il n'y a plus rien à faire. C'est le patron qui l'a décidé. Le patron, on fait allusion à Nicolas Sarkozy, président de la République française. Et Mbaobam de réitérer, la seule chose est que le pays ne brûle pas et que les Gabonais essayent dorénavant d'avoir la même mise sur leur économie. Je suis respectueux de mon serment vis-à-vis de Dieu. J'ai une éducation religieuse. Le sang des Gabonais ne doit pas couler. C'était la dernière phrase de Mbaobam. Nous sommes allés à un restaurant, nous avons mangé et ils sont repartis. 2009, le président Ali accède au pouvoir. Tout le monde s'empresse pour des postes. Moi, je dis, je ne veux aucun poste. Je fais une note. Je lui dis, je veux juste une petite exonération
à la douane pour vous permettre permettre d'importer vos véhicules. Mes véhicules et de rentrer, participer dans l'économie de mon pays. Ali Bongomé, accord très total. Il remet le dossier à Léon-Paul Ngoulakia, parce que c'était rentré par Léon-Paul, la hiérarchie. Et puis, 2 jours après, Léon m'appelle, il est complètement abattu. Parce que Mexan Akrombessi dit niet à l'ordre donné par Ali à un petit frère qui avait tout donné pour lui. Moi, j'ai banalisé, parce que déjà, mon business, je l'ai intensifié du côté de la Guinée équatoriale. Bien sûr. Donc, j'ai continué à me battre, à être candidat. Et 1 an après, tout le monde commençait à déchanter. Ali n'a rien fait de ce qu'il a promis à tout le monde. Est-ce que vous aviez tenté, malgré la note, tout de même, de le rencontrer? Non seulement qu'il s'est replié complètement, et nous avons découvert qu'en réalité, c'était Mexan, c'était Liban, qui dans l'ombre tiraient les ficelles et ils se sont mis au grand jour. Et qui ont fait le vide autour de lui? Un vide total. Si vous voyez des hommes assermentés comme les Zoubandama, les premiers ministres partir, et vous assistez parfois à des scènes dans les coulisses, c'est ahurissant. Est-ce que même par voie téléphonique, vous avez eu l'occasion de la voir, pour pouvoir au moins discuter? Je vous jure, je vous assure, vous le voyez maintenant, mais vraiment avec toutes les distances. Et l'entourage, parce qu'aujourd'hui, Ali Bongo est victime de ce que lui-même a dénoncé pour son père dans les années 90, qu'Omar Bongo est prisonnier du système. Mais c'est le premier prisonnier du système. Il ne voit que les mêmes personnes, n'écoute que les mêmes personnes, au point où, est-ce que vous vous imaginez que, on parle de premiers ministres qui ont démissionné, mais c'est peu dire, 2 directeurs des services spéciaux ont démissionné, ou du moins ont été évincés. Léon-Paul Ngoulakia, Banga et Boumi, François. Vous voyez jusqu'où ces gars-là vont? Les bulletins de renseignement adressés au chef de l'État, pour la bonne marche de l'État, mais ne lui parviennent pas. Parce que si le bulletin lui parvient, eh bien, les gendarmes des services spéciaux qui font correctement leur boulot signalent des manquements, parce que c'est eux qui voient les cantines d'argent sortir du territoire tous les jours. C'est eux qui voient toutes les transactions louches. C'est eux qui, lorsqu'on a arrêté quelqu'un dans les crimes rituels, et donne un nom, le renseignement part, on arrête tout. Monsieur Bertrand Zibi Abégué, vous voulez faire savoir à l'opinion aujourd'hui qu'il n'y a même pas une faille pour avoir accès à lui? Aucune. Je vous dis, je rencontrais le défunt président Bongo à sa demande presque tout le temps quand il le désirait. Je vous dis, je suis député de la République gabonaise, j'étais député de la République gabonaise. Savez-vous que Ali Bongo n'a jamais reçu les députés, sauf en audience collective, et une fois, peut-être 2, 3 fois. Vous voyez un peu jusqu'où Omar Bongo recevait les chefs de canton, les chefs de village, recevait des sans-emploi, peu importe. Et même les notables. Et aujourd'hui, l'excuse est que il ne donne plus les mallettes d'après son égalité de chance. Mais c'est une véritable aberration. Parce que ceux qui avaient le pouvoir à l'époque, eux, ils avaient peut-être des mallettes. Mais aujourd'hui, c'est par conteneur entier que les devises du pays sortent. Donc quand il parle de son égalité de chance, quand j'entends ce discours, je ne sais pas, qui le lui a donné, un discours complètement infâme, qui infantilise les Gabonais en disant, parce qu'il ne donne plus les mallettes, voilà pourquoi on est contre lui. Mais qui a besoin de mallettes? Les gens veulent lui dire des choses. Et voilà comment il nous a emmené un projet morbide à Mivoul, les VA Culture. Les VA Culture pour laquelle vous vous êtes levé, on s'en souvient. Et vous avez décidé de faire barrage à l'implantation de ce programme. Et en 2012, vous comprenez que j'étais devenu l'homme à abattre. Parce que la zone agricole du Gabon la plus fertile, c'est le Ontem, c'est le Welentem. Comment emmener les VA dans cette zone? Parce que simplement, des gens autour de lui avaient des intérêts dans Olam, dont ils ont retrocédé les terres gabonaises. Le fameux projet Graine, moi l'avantage que j'ai fait le tour du monde. Il y a 1 mois, je rentre de Chine et de Hong Kong. Moi j'ai vu, c'est à Guangzhou que j'ai vu tous les gadgets qu'Ali Bongo est en train de distribuer dans les provinces. Moi je les avais déjà vus, parce que les gens qui sont allés les faire, les ont fait à Guangzhou. Et j'ai vu les conteneurs et les transitaires, je les connais.
Quand je suis arrivé, je pu affirmer aux gens, Ali sera candidat, les gadgets sont déjà prêts. Et c'est ce qui est en train d'être distribué aujourd'hui. Donc, il y a une bande apatride, mafieuse autour de lui. Mais alors là, lorsqu'il me réplique lors de ma démission, Absolument, que j'ai voté tous les budgets, oui, tous les Gabonais, par discipline au parti, députés, ont voté ce budget. Ce d'autant plus que le parti était majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais ce budget que nous votons, il faut qu'Ali Bongo également dise aux Gabonais que Bertrand Zibi Abégué a été le premier député à dénoncer la NGT, cette nébuleuse qui pompe tout le pognon de la République gabonaise. Dont on n'entend presque plus parler. Dont on n'entend presque plus parler. Pendant 3 ans, elle a géré toute la manne. Et aberration des aberrations, c'est le gouvernement qui est responsable devant le Parlement, bien sûr, devant le peuple gabonais. Mais Ali Bongo Ondimba s'est mis président du conseil d'administration de l'ANGT. Or, il ne peut pas répondre devant les députés. Très bien. Est-ce que pour vous, c'était la seule option de réagir comme vous l'avez fait, de manière presque, on va dire, comme si vous manquiez de respect au chef de l'exécutif qui était bien présent à cette cérémonie, à cette rencontre dans la localité de Bolosoville? Était-ce là le seul moyen pour vous faire entendre? Non, manquer de respect au chef de l'État, non. Mon éducation ne me le permet pas. Beaucoup l'ont pensé. Non, non, ce sont des gens autour de lui qui voudraient... Non, non, j'ai dit ce que je pensais tout haut. Et je le réitère. Si c'était à refaire, je le referais. Vous le referiez, très bien. Je n'ai pas manqué de respect. Il est inaccessible. Personne, je vous dis, les seuls qui réussissent à le voir, c'était les présidents des corps constitués, des Zouba, etc. Et quand ils y vont, mais c'est un véritable monologue. J'ai là ma démission du Parti démocratique gabonais. Elle est là. Je vais vous lire un petit extrait. Allez-y très rapidement. Très on va aborder rapidement. d'autres aspects. Aussi, je n'accepte plus de faire partie de cette mascarade et dénonce ce que j'ai toujours condamné, à savoir les crimes rituels perpétrés contre le peuple gabonais qui restent depuis trop longtemps non élucidés, la malgouvernance chronique de notre pays, les étrangers sans aucune compétence qui gouvernent et pillent notre pays sans vergogne, la très grande corruption de notre justice dont souffre le Gabon, la violence excessive des forces de l'ordre sur la population, le train de vie excessif de notre distingué camarade Ali Bongo Ondimba, qui ferait pâlir de jalousie Bill Gates, l'homme le plus riche du monde. Donc ça veut dire, nous le dénonçons, mais alors là, avec la dernière énergie. Est-il normal qu'Ali Bongo Ondimba, avec l'argent du contribuable gabonais, s'achète des avions tous les jours, pendant que le Gabonais lambda ne peut même pas s'acheter un vélo, une bicyclette? C'est quand même le chef de l'exécutif. C'est un véritable pied de nez que vous lui avez fait devant ces populations à Bolosoville. Est-ce que vous avez mesuré, un tant soit peu, la portée de l'acte que vous étiez en train de poser? La portée a été suffisamment mesurée. Lorsque un chef devient inaudible, lorsque vous avez un enfant qui vole dans la maison, le voisin vient vous dire « Patrick Serrano, ton enfant vole. Tu chasses le voisin, tu le fous le camp, tu es contre ma famille. » Le voisin ne te dira plus rien. Un autre voisin arrive « Patrick Serrano, ton enfant est venu me cambrioler. » Tu chasses le voisin, tu lui dis « Sorcier, je ne veux plus te voir. » Et ainsi de suite, jusqu'au jour où ton enfant ira voler quelque part et quelqu'un lui tirera dessus. En réalité, quand on tue ton enfant, parce qu'il est allé escalader une barrière, quelqu'un lui a mis une décharge de plomb, c'est vous qui l'avez tué. Parce que si, lorsque les gens sont venus vous dire que votre enfant vole, vous l'avez publiquement corrigé, il s'abstiendrait de le faire. Ali Bongo Ondimba n'écoute personne, ne voit personne. Ou même quand il nous appelle, vous savez, c'est infâme. J'ai assisté, moi, je rêvais un jour d'être membre du bureau politique. Par extraordinaire, tous les parlementaires sont passés membres du bureau politique. Sauf vous? Non, tous les parlementaires, y compris moi. Savez-vous, monsieur Patrick Serrano, que lors des séances du bureau politique du Parti démocratique gabonais, ce sont des séances de monologue. Où il se fait écouter? Il se fait écouter pendant 1 heure, 2 heures. Nous tous, nous l'écoutons. Il nous sermonne. La messe finie.
et on nous convie à un copieux buffet. Très bien. Est-ce que, justement, durant toutes ces années, on va dire à partir de 2009, est-ce que vous vous étiez dit, par exemple, quelqu'un que vous connaissez depuis 26 ans, qu'il a bien changé? Énormément changé. La preuve, moi je l'ai toujours dénoncé. Les gens n'ont qu'à aller suivre mes vidéos sur YouTube. Sur YouTube, j'ai fait des émissions ici chez vous, à TV+. Je suis le premier député du PDG qui est passé sur vos antennes. On s'en souvient. À plusieurs reprises. J'ai tiré des sonnettes d'alarme. J'ai eu des interviews. J'ai suffisamment tiré la sonnette d'alarme. Nous arrivons au Parlement. Il y a un tel mur de glace. Infranchissable. Infranchissable. Déjà au niveau du Parlement. Certains députés, nous ne sommes pas plus de 10 qui parlions dans les débats en commission. Et d'ailleurs, la plupart qui parlaient en commission sont tous ceux qui sont partis de l'hémicycle, ceux d'héritage et modernité, qui parlaient avec moi à l'Assemblée. On accusait d'être aigri pour n'avoir pas eu Personne n'est d'avantage. aigri à moins que vous n'aimiez pas votre pays. Je vous assure, j'ai vu à travers le monde ce que ces apatrides ont pu acheter avec l'argent gabonais. Nous avons déjà un précédent, ne l'oubliez pas. Paix à son âme, Omar Bongo Ondimba nous avait emmené un monsieur Dossou, un Béninois. C'est ce monsieur Dossou qui est arrivé au Gabon, qui a géré le pétrole gabonais pendant plus de 30 ans. Un des hommes les plus riches d'Afrique. Mais n'a jamais fait le vide autour d'Omar Bongo. Non seulement il n'a jamais fait le vide autour d'Omar Bongo, mais très peu de Gabonais peuvent mettre un visage sur Dossou Naki. Non, très bien. Il est un des hommes les plus riches d'Afrique aujourd'hui. Tenez-vous bien, avec l'argent du peuple gabonais, ce monsieur aujourd'hui est en train de concurrencer le groupe Bolloré qui est un des plus grands groupes français pour la construction d'une ligne de chemin de fer de 3000 km. À dire que nous savons que M. Dossou est arrivé dans ce pays en culotte, n'avait pas un centime. Mais aujourd'hui, avec l'argent du peuple gabonais, il est en train de construire des chemins de fer. Très bien. Et aujourd'hui, nous avons Mexan à Kombessi, il a offert un cadeau à sa femme. Qui vit au Gabon? Elle vit aux États-Unis. Une chaîne de télévision. Moi, j'ai vu cette chaîne aux États-Unis. La chaîne Edan. Evelyne Diatta à Kombessi, elle est sur le canal. Edan, Evelyne Diatta à Kombessi Nkani. Cette chaîne est plus performante que France 24, plus performante que Africa 24 en termes de matériel. Plus performante que TV+, vous pouvez Bien vous sûr, imaginer. puisque votre matériel il est confisqué depuis des années. Voilà, donc l'argent du Gabon sert à des individus pareils. Bon, le président a payé la résidence d'Iborju à Paris. 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. 67 milliards de francs CFA. 67 milliards de francs CFA. Vous savez, avec cette manne 67 milliards de francs, qu'est-ce que l'on peut Vous n'aviez tout, construire? Vous n'aviez tout de même pas besoin de lui faire des leçons sur la place publique. J'ai vu en île Maurice, j'ai vu à Hong Kong des investissements. Au Maroc, n'en parlons plus. À Abu Dhabi, c'est infamant pour le peuple gabonais. Et ces gens-là, justement, qui ont la manne du pays, et paradoxalement, le Gabon n'a jamais autant produit d'argent que depuis 2009. Que depuis 2009. Nous avons voté des budgets qui oscillaient à 3 000 milliards. Le taux d'endettement a explosé. Dépasser les records autorisés. Où va l'argent du Gabon? Ben, l'argent du Gabon sert à quelques 5-6 individus, mais qui sont en réalité les hommes les plus riches peut-être de l'univers aujourd'hui. Voilà, votre action a visibilisé l'opinion nationale et même internationale. Alors, il nous reste très peu de temps. On va essayer d'évoluer parce que vous avez beaucoup de choses à dire. Le chef de l'exécutif qui vous reprenait lors de votre passage, lors de votre démission que vous avez annoncé avec fracas, et il vous dira, d'abord, il n'avait pas besoin de recevoir de leçons de vous. Ça, c'était la première chose. Et qu'en plus, vous n'aviez pas besoin de le faire de cette manière-là. Je me suis efforcé depuis un temps à vous dire qu'il est inaccessible. Et moi, en tant qu'élu, ils se sont battus pour que je ne parle pas.
Parce que je dénonce et je dis tout haut ce que je pense. L'occasion, je ne pouvais pas la rater parce que j'ai, comme on dit au quartier, enlevé mon corps. J'ai crié, vous allez sur YouTube, vous tapez Bertrand Zibi Abégué YouTube, vous verrez au moins une bonne vingtaine de vidéos de moi. J'ai tiré la sonnette d'alarme dans tous les sens. C'est la même chose qu'a fait Zouba. Vous n'avez pas vu le mot de démission de Zouba? Bien entendu. C'est lors d'une séance. Nous étions les seuls d'ailleurs à la diffuser. Hein. Voilà. Ça veut dire que lorsque quelqu'un ne vous écoute plus, il vous pousse au dernier retranchement. Mais je vais vous dire, j'ai une lourde mission aujourd'hui. J'ai fait ce régime. J'ai participé à faire ce régime. Je me dois, au soir du 27 août, de faire en sorte que ce ne soit plus qu'une erreur du passé. Une erreur du passé. Très bien. Et je le reprends toujours, puisqu'il a réagi après votre déclaration devant votre peuple au niveau de Bolossoville. Il a dit avoir été informé de vos intentions. Vous y croyez? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que s'il était informé, je n'aurais jamais pris la parole. Ça, vous pouvez en être sûr. Et racontez-nous un peu l'affaire de discours dans une fiche. Dans le discours, partout où il est passé, ce sont les députés qui lisent. Et la veille, le 22, au soir, Madame le ministre Marie-Julie Bilor-Bizendon tient une réunion à la sous-préfecture de Bolossoville où tous les participants sont cooptés. Ils me mettent en minorité que je ne devrais pas lire. Mais je vous assure, j'avais un plan B. Je me serais saisi du micro. Pour le faire. J'aurais brûlé le protocole. Là, par contre, mon corps, je ne le ressentais plus. Vous étiez prêt à tout. Le plan B, j'aurais exactement fait ce que Patrice Lumumba avait fait en 1960 à l'indépendance. Devant les Belges. Très bien. Alors, qui décide finalement que vous lisiez le discours? J'appelle le Premier ministre, nuitamment. Il est en tournée dans l'hélico avec le président. Je lui dis, voici la situation de Mivoul. Rappelle-moi, je vais dans mon village, je n'ai pas de réseau. Je le rappelle, ça ne passe pas, ils sont fermés. Et puis, je vais à ce meeting, mais avec mon plan B dans la tête, que je vais me saisir du micro au nom des populations du Haut-Thème. Et puis finalement, le directeur de cabinet de Madame le ministre s'approche de moi avec le discours, 5 minutes avant l'arrivée du président. Il me dit, finalement, c'est toi qui lis. Naturellement, je dis, ok, je prends connaissance du discours et ils mettent un dispositif autour de moi, savoir si j'avais quelque chose, un autre discours dans les poches. Pour remplacer celui qui a été préparé. Celui qui a été fait. Donc, le député Angor, le sénateur Ali Nestor m'en sert, mais je joue le jeu. Et je peux vous dire, tout ce que j'ai dit n'était pas écrit. Tout était écrit dans ma tête. Bien entendu. Tout commence Rien n'était écrit sur papier. La seule chose que j'ai lue de leur discours, c'est la formule protocolaire. Et le reste est sorti, comme on dit au village, ça sort comme ça sort. Très bien. Et vous aviez attendu que toutes les caméras soient, du Gabon soient là devant pour faire cet affront. Ce que beaucoup ont considéré comme un affront. C'est-à-dire justement aujourd'hui, le peuple gabonais en est réduit à des affronts. Non. Allez voir ce qui se passe au Parlement londonien. Allez voir ce qui se passe lorsque Manuel Valls est invité au Parlement français. Je vais vous donner quelques... Allez sur YouTube, vous verrez des vidéos où les députés se fouassent, se battent. Parce que pour l'intérêt du pays, je vous assure, Monsieur Patrick Serrano, il y a des hommes prêts à mourir pour le pays. Moi, je suis prêt à mourir pour mes populations. Parce que nous sommes déjà en train de mourir, croupir dans la misère qui est la nôtre. Pendant que, si je ne sortais pas du Gabon, que j'étais lambda assis au pays, mais je fais le tour du monde autant que le président va à New York, je vais à New York. Il va à Hong Kong, je vais à Hong Kong. Il va à Abu Dhabi, je vais à Abu Dhabi. Donc je connais qu'est-ce qu'il dépense comme argent du contribuable gabonais. Ce n'était pas un affront, c'est le cœur qui devait parler. Donc quand ils m'ont donné la permission finalement de lire ce discours, et ça a été l'apothéose. Je termine en vous disant, après mon allocution, que le chef d'État soit passé, je vous passerai les images qui ne sont pas
qui n'ont pas encore été montrés. La population spontanément est venue vers moi. Nous avons dansé et organisé une marche. On m'a appelé de Bolosoville aujourd'hui. Il paraît que le président de la République, Emeksan Akumbesi, aurait envoyé 200 millions de francs pour organiser une marche pour me désavouer à Bolosoville. Donc, vous me donnez l'occasion de dire aux populations de Bolosoville, on a envoyé 200 millions pour vous. Allez prendre l'argent, marchez. Vous êtes moins de 500 habitants, donc chacun d'entre vous devrait avoir au moins 500 000. Si les 200 millions leur parviennent, évidemment. Si les 200 millions vous parviennent, mais si on vous donne aussi 2000 comme le PDG sait le faire, ben pourquoi aller marcher? Moi je crois que ce sont des bassesses. Les cœurs ont parlé. Et M. Alain-Claude Bilebise, hier j'étais invité. Très bien, il vous a répondu. Hier j'étais invité de RFI. À RFI, Alain-Claude Bilebise dit Bertrand Zibi, ça fait 4 ans qu'il ne met plus pied dans son siège. Mais je vous donne une petite anecdote. Bertrand Zibi a organisé le 17 août 2015, comme jamais cela n'a été fait à Minvoul, dans le Haut-Tem. J'ai pris les 2 sièges. Je suis allé en Chine. J'ai fait faire 5000 polos. J'ai fait faire plus de 2000 t-shirts. J'ai payé 100 équipements sportifs, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 100 équipements sportifs. J'ai payé 6 séries de survêtements. La preuve, l'équipe de Minvoul qui joue en D2 joue avec des survêtements noirs, inscrits Minvoul au dos, offerts par Bertrand Zibabara. J'ai construit une église de plus de 15 millions. Je suis en train d'en construire une autre au village de Vormville. Je ne suis plus député, mais je vais la terminer. Parce que ma foi, elle est inébranlable. Citez-moi un seul député dans le Wellington qui a fait plus que moi. Peut-être pas, Voilà. mais on se pose quand même la question, un porte-parole du gouvernement de la République qui répond à un démissionnaire élu, à un élu démissionnaire d'un parti politique. Où était Faustin Boukoubi? Lui avez-vous remis l'écharpe? L'écharpe, elle est personnelle. La démission, elle est là. Je vous l'ai montré. Et vous voyez le paradoxe? Bilebise se mêle de tout. Et puis, vous me donnez l'occasion finalement de défier finalement Alain-Claude Bilebise. Alain-Claude Bilebise, si tu es un homme, tu es ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Invite-moi dans n'importe quelle chaîne, plateau de télévision, one-on-one, comme on dit au quartier, face-to-face. Je veux te dire, les yeux dans les yeux, combien de fois j'ai été vu chez Mbaobam prendre des enveloppes en trahissant Mbabesol. Je te dirai combien de fois, moi-même, j'étais remis des petits plis. Ce ministre, porte-parole du gouvernement, est une honte pour notre pays. Parce qu'il y a des gens qui connaissent Alain-Claude Bilebise. Chaque fois que tu es arrivé chez André, eh bien oui, Bertrand Zibi, j'étais là, dans le coin, et tu le sais. Toi qui dis, ça fait 4 ans que je n'ai pas été chez moi, eh bien invite-moi, les télés, c'est toi qui les as, et que nous débattions homme à homme, et on verra qui aura raison sur qui. Il n'a pas TV+, hein, de toutes les façons. J'espère qu'il va suivre cette émission. Il va la suivre, et il la suivra très bien même. Monsieur Bertrand Zibi Abéré, nous avons passé du temps, le temps que nous imposent nos réalisateurs. On aurait bien pu en faire davantage, mais que répondez-vous, avant la toute dernière question, que répondez-vous à ces populations qui vous ont fait confiance, les populations gabonaises, parce que vous êtes un élu national. Finalement, l'acte que vous avez posé restera gravé comme on a pu le lire quelque part, restera gravé dans la mémoire collective et même dans l'histoire politique du Gabon. À ces populations, je vais dire avec le cœur, je fais partie de ceux-là qui ont participé à votre malheur. J'ai été le problème et je souhaite en être la solution. Il va falloir que, une dernière fois, pour me faire pardonner de vous, que vous m'écoutiez. Et aujourd'hui, je puis vous garantir qu'au soir du 27 août, Ali Bongo Ondimba ne sera plus qu'un souvenir de l'histoire. Qu'allons-nous faire?
Première stratégie. On ne dévoile pas les stratégies. Non, non, je vais la dévoiler. Première stratégie. Je suis le fils spirituel d'André Mbaobam. Et là, ce n'est plus Bertrand Zibabawa qui vous parle, mais André Mbaobam. Je suis Amo, je suis André Mbaobam. Qu'aucun Gabonais n'aille plus au meeting d'Ali Bongo. Principalement ceux de l'estuaire et de l'Ogooué maritime. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit, je viens fraîchement de traverser la rivière. La stratégie actuelle du président, en réalité, il est déjà en train de faire son vote. Lorsque vous allez à ces meetings, ce sont les images, c'est un problème de communication. Vos films sont envoyés au département d'État, sont envoyés en France par les médias. Lorsque vous êtes en meeting, les drones vous survolent. C'est le nombre, la masse qui lui importe, peu importe comment. Je fais partie de ceux-là qui rentraient dans votre Bouenze, dans votre pivot, dans le Mapan, pour vous remettre l'argent. C'est moi, Bertrand Zibi, qui le faisais jusqu'aujourd'hui, jusqu'à hier. Je vous dis, à toi, monsieur, ne va plus prendre ce t-shirt parce que tu condamnes le Gabon. À madame, laisse l'histoire des groupes d'animation, nous n'avons plus qu'une semaine à tenir. Laissons Ali Bongo Ondimba et sa bande d'apatrides faire ses meetings sans nous. Et là, vous allez me permettre de m'adresser maintenant directement à ce qui a été le gros de mes troupes. Je lirai. Communiqué au Ndos de Mapan. Je suis Bertrand Zibabawa, le Koulou, le Ndjadji, l'Ivunda, le Kinda, le Nyamoro, le A des As, votre Njim, un ancien Waz du Mapan. Je viens vous Waz Toudé pour le bled Gabon. Un Ogoula qui était caché au Bangando. Il y a un mauvais manquement de la part du président. Le président a beaucoup noyé le pays. Il acquille le pays avec ses allos po. Donc on doit voler avec un tour sans emmener l'Ancham, sans palaba, sans embuscade. Je répète, il acquille le pays avec ses allos. Donc on doit voler avec un tour sans emmener l'Ancham, sans palaba, sans embuscade. Dans le Oué, l'élection qui va kem, on ne veut pas nous le sang des Gabonais, parce que c'est ça son sens. Dans le Oué, l'élection qui va kem, on ne veut pas nous le sang des Gabonais, parce que c'est ça son sens. Vu qu'il nous a trop maillé le sens, maintenant on va leur confirmer que le scanner est monté vrai. Comme il nous a trop maillé le sens, maintenant on va leur confirmer que le scanner est monté dont notre mentalité a change. La mentalité du Mapan a change. Every day, il nous volait le gain. Et nous-mêmes, on est Ngembe. Il volait notre game et nous-mêmes, on est Ngembe. Donc, c'est ce qui nous pousse à front tous les jours. Le même qui nous colle pour un macro, FAP, Colo, assister à ces meetings, c'est le même qui colle les niais pour nous tailler dans les banks à cause du butch. Le même qui nous colle pour un macro FAP Colo, assister à ces meetings, c'est le même qui colle le niais pour nous tailler dans les banks à cause du butch. C'est pas top, c'est un faux grand. Je répète, c'est pas top, c'est un faux grand. Son égalité des chances, on ne nomme pas ça. Non, vrai, on ne nomme pas son égalité de chance. Dans le Mapan, dans le pivot, dans le Bouenze, leur même moine, Tayam, les Kaolo, ils vouga du pays. Every day, leur moine vouga du pays. Ils jack avec le lingot du pays. Every day, ils jack avec le lingot du pays.
avec ces inters, c'est la fiscalité. Nous-mêmes, nous sommes là en clinch. Nous sommes là en clinch, comme les Mouna. Nous, au Mapan, c'est soit on long, on gata, soit on reste dans le Mapan à se fala, kinda kinda. Regardez l'inspiration de votre président. C'est à cause de la maigre ration alimentaire au Ngata que les Ngataman se bolaient l'arrière quand tu n'as pas les visites ou la MIFA pour t'emmener la job, la preuve, le projet Graine. Gaïman, vous comprenez, c'est votre Njim qui vous parle. C'est à cause de la maigre ration alimentaire au Ngata que les Ngataman se bolaient l'arrière quand tu n'as pas les visites ou la MIFA pour t'emmener le chop, la preuve, le projet Graine. Alors Bangando, Bangandet, des Mapan, soyons oises en restant au Ngama. Restons au Nkama. N'allons plus assister à ces meetings. Dorénavant, restons au Nkama pour sauver le pays. Si la matière veut aller s'afficher, au meeting du président pour Fab Kolo, dis-lui de rester en case. Dis à ta matière, rester en case pour sauver le pays en restant garé en Chama. En Kama. Si le pater veut go à cause d'une jonka, à cause d'une djouka, si ton pater veut go à cause d'une djouka, faut voir qu'il faut rester en case. Le njoka ne finit pas. Le njoka ne finit pas. N'allez plus boire le njoka des meetings du président. C'est un faux boy. Si Tanga veut aller au meeting du président parce qu'elle veut le dos du NAC, oise lui qu'avec ou sans le lingot du président, tu vas toujours l'emmener NAC. Toque lui de sauver le pays en restant garé au Nkama. Toque à Tanga, ne va pas au meeting là, reste au Nkama. Si ton Jim du pivot vient te tech pour go assister au meeting pour une last miette, dis-lui de Vouga seul. Donc si ton Jim vient te tech pour go assister au meeting pour une last miette, dis-lui de Vouga seul. Moi, je sauve le pays en restant garé au Kama. Si les gars du PDG te collent, décharge-les et sauve le pays en restant garé au Kama. Vous avez là le nouveau concept, le concept libérateur du Gabon. Je sauve le pays en restant garé au Kama. Ça veut dire, en français facile, lorsque j'ai pris le commandement des Caps, Mbaobam, Ali, Djeno et tous les autres m'avaient instruit de m'adresser à mes gars. Le langage, je l'ai passé. Bien sûr. À l'époque, c'était les Coolmondiers et autres. La rue a son propre langage. Nous, les hommes politiques, nous ignorons ce langage. Or, ces jeunes disent des choses. C'est pourquoi, je répète, à la rue, je suis l'ancien député, je suis oise, je suis dorénavant avec vous et nous allons libérer le pays. Très bien. Et je termine en disant, nous n'aurons plus besoin d'aller dans la rue. Ils ne viendront pas nous tuer dans nos maisons. La seule chose que je demande au peuple gabonais à genoux, au nom de Mbaoba Mandré, au nom de Joseph Renjembe, de Ndouna Depeno, j'évoque tous nos ancêtres. Notre pays risquerait de vivre des moments troubles. La seule chose que chaque Gabonais doit dorénavant faire, c'est de rester chez soi. Ne pas aller assister au meeting pour 5000 francs, un t-shirt ou un sandwich. Laissez Ali Bongo faire ses meetings. C'est la toute première stratégie. Il y en aura d'autres et je vous assure que le 27, ce sera une erreur du passé. Très bien, une erreur du passé. Dernière question, vous y répondez très rapidement. Maintenant que vous êtes libre, vous êtes déchargé, évidemment, et la discipline du PDG
Parti démocratique gabonais, vous n'y êtes plus contraint du tout. L'élection, ce sera le 27 août prochain. Avez-vous déjà désigné qui sera votre candidat? Pour le moment, non, je n'ai désigné aucun candidat. La priorité pour moi n'est pas déjà de me mettre derrière qui que ce soit. Ce n'est pas ma priorité. Très bien. Les Gabonais ont besoin d'autre chose. D'abord, la multitude de candidats fait le jeu du pouvoir. Moi-même, j'étais là. Parmi ces candidats, il y en a qui sont directement financés par Ali Bongo. Il y en a qui sont directement financés par Ali Bongo. Quel est leur rôle? Leur rôle est de faire en sorte que le soir de l'élection, ils sont payés pour passer dans les médias, reconnaître la victoire d'Ali Bongo. Parce qu'ils auraient une option d'avoir été candidat. Ça va être, moi X, j'ai été candidat, je reconnais la mission d'Ali Bongo. Ils ont déjà perçu de l'argent pour ça. La deuxième catégorie, c'est celle qui vient pour se positionner comme leader de l'opposition. Je suis arrivé en deuxième position. De facto, ça fait de moi le leader de l'opposition. Le peuple n'a pas besoin de ça. Les quelques 3 ou 4 qui restent, je vais rencontrer chacun d'entre eux avant de me décider. Je ne suis pas pressé. Je les connais tous. Ils me connaissent. Je ne suis pas une girouette. Je ne le fais pas pour de l'argent. Sinon, je serais resté sagement au PDG. La preuve, avant ma démission et même après ma démission, les ponts sont en train de se tisser. Bertrand, on peut rattraper les choses. Bertrand, tu as raison. Bertrand, tu as dit ci. Je dis chiche. Je ne le fais pas pour de l'argent. Et je vous dis, même si on m'opposait 2 milliards de francs ici, je ne toucherai pas un centime. Et je vous confirme que s'il y a un jeune aujourd'hui, 47 ans, s'il y a un jeune de moins de 50 ans qui aurait pu depuis longtemps être milliardaire au Gabon, c'est Bertrand Zibiya Bégué. Effectivement, de l'argent, j'en ai touché, mais ce n'était pas mon argent. J'estimais que c'était pour la bonne cause, pour que les Gabonais ne meurent pas. C'est d'ailleurs pourquoi, le 20 décembre 2014, vous me donnez l'occasion très rapidement, j'ai été dans l'hélicoptère avec le ministre Mpuo et Piga. Libreville devait basculer dans un bain de sang. Je me trouvais en séance à l'Assemblée nationale, le ministre Mpuo m'a appelé, je me suis retrouvé en comité, en comité militaire. Parce que la particularité, je vais vous le signaler, M. Serrano, toutes les réunions auxquelles j'ai assisté avec Omar Bongo Ondimba, tous les chefs de corps étaient là. Donc, nous nous tutoyons et j'ai pris mes responsabilités. J'ai dit, monsieur le ministre, il va falloir que nous voyions la situation en altitude. Nous avons pris l'hélicoptère. Nous avons circulé Libreville pendant 1 heure. J'ai dit, monsieur le ministre, la digue d'Avea a cédé, Kingele a cédé, Rio. Si nous n'allons pas là maintenant, dans la fournaise, et il y aura un embrasement, le pays va s'embraser. Moi, je ne veux pas, j'ai été formé pour que le sang des Gabonais ne coule pas. Nous sommes arrivés, nous avons garé l'hélicoptère s'est posé, nous avons pris le commande-car, nous sommes rentrés. Mais je vous dis, tout le monde tremblait parce que rentrer dans cette foule surexcitée, je suis arrivé, j'ai levé mon doigt, j'ai parlé aux gens, j'ai parlé aux leaders, je leur ai dit, nous ne savions même pas, paix à son âme, qu'il y avait déjà eu un mort. Je leur ai dit, vous êtes trop proches les uns des autres. Vous êtes restés trop longtemps. La tension est au paroxysme. Je me mets à genoux, évacué. La rue m'a entendu. En tant que leader de la rue, elle m'a entendu. Les gens se sont dispersés comme une eau qui retournait après un tsunami. C'est comme ça que, 2009, nous n'avons pas eu le bain de sang à Rio. Donc, mon rôle est un rôle ingrat. Je m'en remets à Dieu. Devrais-je faire ce que j'ai fait? Devrais-je accepter l'injonction de Mbaobam qui m'avait dit qu'il ne voulait pas que le sang coule? Aurais-je dû lui désobéir? Ce sont des questions et je laisse à l'histoire répondre à ces questions. Le soin de vous juger. Voilà. Très bien. Nous avions là Bertrand Zibiya Bégué qui s'est déchargé de son titre, un titre qu'il a gardé depuis plusieurs années déjà, l'honorable député du 2e siège du Wontem.
c'est dans la province du Haut-Lintem et particulièrement à Mimboul. Tous, vous avez suivi le 23 juillet dernier l'acte qu'il a posé devant le chef de l'exécutif, une démission fracassante qui traduisait en fait le ras-le-bol qu'il a dû contenir depuis 2009. Au pouvoir donc de tirer les conséquences de cette situation. Quant à nous, nous vous disons à très bientôt.